est 8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est économiste, écrivain et il annonçait dès l'an dernier une hausse des prix brutale. Exactement, on vient de le vérifier ensemble, Dimitri. C'était en octobre. 28 octobre 2021. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Jacques Attali. Bonjour Sonia. Il y a donc un an, Dimitri. vous alertiez sur une inflation brutale et discontinue à venir. Nous y sommes. Vous évoquiez alors une perspective d'inflation à 10%, dénonçant une sorte de politique de l'autruche. Est-ce qu'on n'a pas voulu voir? Est-ce qu'on n'a pas su anticiper? C'est à l'échelle mondiale. Et si il m'arrive parfois de dire des choses pessimistes, c'est pas du tout parce que j'y trouve plaisir, c'est au contraire parce que c'est pour créer les conditions pour qu'on réagisse, parce qu'on peut très bien échapper à la catastrophe, mais la seule façon d'y échapper, c'est de prévoir qu'elle est possible. On aurait pu faire mieux avant, mais en quelque sorte, j'avais pris d'ailleurs dans cet article la métaphore des dents de la mer. Quand le requin est en train de monter, il n'y a pas grand-chose à faire que fuir et le combattre. Il faut faire les deux à la fois ici. Donc, en effet, on aurait pu prendre plus tôt des dispositions, mais il y a deux sortes de dispositions. Il y a des dispositions à court terme pour protéger contre l'inflation, qui sont des dispositions à la fois pour protéger les gens qui sont les plus menacés, les plus fragiles, et les protections globales, mais il y a aussi créer les conditions pour que dans le long terme, on puisse y échapper. Et pour ça, la seule façon d'y échapper, eh bien, ça passe par des réformes absolument énormes, et qui n'auront pas de conséquences positives avant 5 ans ou 10 ans, mais plus on tarde à les faire, plus on tarde à en avoir les effets. Donc très difficilement acceptable. On va en parler dans quelques instants, Jacques Attali. Mais dites-nous, explosion du coût de l'énergie, inflation, est-ce que c'est dû principalement à la guerre en Ukraine, comme on nous l'explique, ou est-ce qu'il y a d'autres causes bien plus profondes et antérieures? Par définition, quand j'ai écrit cet article en octobre, il n'était pas question de l'Ukraine, même si, avec beaucoup d'autres, et dans les scénarios les plus pessimistes, j'envisageais cette guerre depuis plusieurs années. Mais non, ça tient à ce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui tient un ballon au fond de la piscine. À un moment, le ballon finit par ressurgir. C'était quoi le ballon au fond de la piscine? C'est le fait qu'il y avait énormément de matières premières qui étaient en train de monter parce qu'il y avait de la croissance qui faisait qu'il y avait des demandes de matières premières, en particulier des demandes d'énergie, et que les grandes entreprises industrielles et les distributeurs, à l'échelle mondiale, soumis à une concurrence impitoyable et voulant protéger les profits de leurs actionnaires, ont tenu les prix au maximum pour garder leur part de marché. Donc ils ont tenu les prix, un peu comme on tient un ballon au fond de la piscine. Mais à un certain moment, la poussée du ballon, c'est-à-dire la poussée des prix des matières premières agricoles et énergétiques, a été telle qu'ils ont été obligés de lâcher le ballon. Et c'était ce qui était prévisible avant. Alors que la guerre et la hausse et précipiter tout cela. Et était un petit facteur déclencheur de plus, ou en tout cas une sorte de, comme on dit en mathématiques, ce n'est pas une causalité, c'est une corrélation. Ça arrive en même temps, alors on croit que la corrélation indique une causalité, mais ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a aussi le résultat, Jacques Attali, des choix de nos gouvernants et de leurs conseillers depuis des années et des années? C'est ce qu'on dit, les choix environnementaux, sur le plan du nucléaire également. Oui, est-ce qu'on en subit, nous, tous, les conséquences? Oui, alors encore une fois, il faut regarder ça à l'échelle mondiale. Les solutions à ces problèmes sont à la fois technologiques, politiques et surtout géopolitiques. Il faut bien... Mais vous ne dites pas ça pour diluer la responsabilité de la France. Non, mais la France, elle ferait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, qu'elle n'aurait aucun impact. Il faut le faire. Ne serait-ce que parce qu'on est à l'avant-garde du monde et que c'est notre intérêt que de le rester, que la seule façon de rester à l'avant-garde, c'est de porter le modèle de demain et pas de défendre le modèle d'hier. Mais tout se joue dans la possibilité de convaincre d'une façon ou d'une autre les Chinois, les Américains et les Indiens de réduire leur consommation et leur usage d'énergie productrice de gaz à effet de serre. On voit l'ampleur de l'enjeu, mais on n'en parle pas. On parle de sujets respectables, mais on ne parle pas des enjeux de la géopolitique de l'environnement. Et pourtant, ils sont majeurs. On va en parler, puisque c'est ça qui nous permet d'agir. Simplement sur le rôle de la France, Jacques Attali, alors que les étiquettes continuent de flamber dans les magasins et qu'une partie des Français sont contraints de se serrer la ceinture, est-ce que vous diriez quand même ce matin que la France tire son épingle du jeu, qu'on fait partie des moins mauvais élèves? Il suffit de regarder les chiffres, vous avez raison. Il suffit de regarder les chiffres. En termes d'inflation, vous avez des pays européens qui sont au-dessus de 15%, même certains au-dessus de 20%, et on est dans les moins mauvais. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans les moins mauvais? Parce qu'on a fait un choix politique que je trouve parfaitement respectable pour le moment, qui est de faire payer la hausse des prix, non pas par le consommateur, mais par le contribuable. C'est un choix. C'est-à-dire que il y a des conséquences. C'est pas un choix neutre. Oui. Par le contribuable.
et pour être plus complet, par le contribuable d'après-demain, puisque c'est par la dette qu'on le fait payer, c'est-à-dire par les petits-enfants des petits-enfants de... Mais après tout, les politiques ne seront plus là avant que les conséquences se voient, en tout cas le croit-il. Donc c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qui, à mon avis, a des limites, parce que, encore une fois, c'est comme le ballon au fond de la piscine. À un moment, ça finit par ressurgir plus vite qu'on ne le croit. Mais c'est un choix qui est nécessaire aujourd'hui pour atténuer les chocs, mais il ne faut pas que l'anesthésique remplace l'opération chirurgicale. L'opération chirurgicale, c'est-à-dire se lancer dans la production de ce qui va nous permettre d'échapper à la dépendance aux énergies carbonées, c'est-à-dire pas seulement le développement des énergies de substitution, et en France on est moins mal que d'autres, mais aussi basculer vers ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire basculer nos consommations et nos productions vers les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hygiène, de l'alimentation saine. Ça va supposer un énorme changement de paradigme. Considérable. Bon, mais avant d'y arriver, on essaye d'imaginer d'autres sources d'approvisionnement. Non, pardonnez-moi, avant d'y arriver, il faut commencer. Avant de réussir, il faut commencer. Donc je dis non. Mais qui doit commencer? Est-ce que c'est au gouvernement d'imaginer, d'avoir une vision, ou est-ce que vous en appelez aux citoyens? Il faut tout ça. Il faut ce qu'on appelle, et je vais le dire peut-être d'une façon pénante, mais en allemand, Weltanschauung, une vision du monde, qui peut être à la fois personnelle et collective. Personnel, ça veut dire, je dois en permanence me poser la question, est-ce que je consomme des produits de l'économie de la vie ou des produits de l'économie de la mort? Est-ce que je suis habillé avec des produits avec des textiles qui sont faits avec des plastiques? Est-ce que j'utilise... Et si je vous pose la question, tiens, en vous regardant ce matin, avec vos fameuses chemises col le Mao, que répond Jacques Attali? Je ne veux pas faire de publicité particulière, mais il y a une application bien connue qui s'appelle Yuka, qui permet de vérifier ce qu'on utilise, et il y a beaucoup d'autres moyens de savoir si ce qu'on utilise est conforme et de même ne pas utiliser de sucre artificiel, ne pas consommer de produits. Il y a deux sortes de poisons. Il y a les poisons liés aux énergies et les poisons liés au sucre. Sans compter les autres poisons innombrables. Il faut à tout prix, à titre personnel, mais aussi comme travailleur, est-ce qu'on travaille dans ces entreprises? Il faut les orienter. Comme épargnant, qu'est-ce qu'on fait de votre argent en banque? Est-ce que ça tient à cela? Nous voulons devenir... Ça tient aussi au gouvernement. Il faut que les gouvernements mettent en place un projet de mobilisation générale en faveur d'une conversion de notre société sur l'économie de la vie. Par exemple, dans l'aviation, il est absolument évident qu'on peut aujourd'hui accélérer le rythme avec lequel on va aller vers des avions électriques et des avions à hydrogène. Vous entendez parler de ça? Parce que nous, on entend plutôt en ce moment parler des jets privés, des piscines, des jet skis. Est-ce que c'est à la hauteur du défi? On a entendu ce matin sur Europe 1 nos différents chroniqueurs, Nicolas Bouzou dire que c'est anti-économique, anti-écologique, antidémocratique, et Vincent Trémollet du Figaro dire mais c'est une police aujourd'hui dans la vie des citoyens. La police, à mon avis, est parfaitement respectable puisqu'il n'y a pas de démocratie sans police. Donc je ne vois pas de contradiction. Mais jusqu'où doit-elle aller? Elle doit aller jusqu'à créer les conditions de faire respecter la loi et rien de plus que la loi. Donc la loi, pour faire admettre et comprendre ce projet, d'abord il faut l'expliquer. J'ai eu le privilège de rencontrer quand j'étais très jeune un homme politique important qui s'appelait Pierre Mendès France et qui m'a dit: jeune homme, n'entrez pas en politique parce que c'est un métier qui consiste à répéter tout le temps les mêmes choses. Donc il faut répéter cette importance de passer de l'économie de la mort à l'économie de la vie et créer les conditions que ça devienne une grille de lecture de notre action. Une action nationale, bancaire, industrielle, personnelle, géopolitique européenne. Géopolitique, Jacques Attali, ce matin, pour nos auditeurs qui vous écoutent chez eux, dans leur salle de bain, à la maison, dans la voiture, nous voulons devenir écologiquement irréprochables. Mais pendant ce temps, ailleurs, certains pays abusent du charbon, d'autres jettent des déchets à l'infini à la mer, d'autres encore produisent à si bas coût qu'ils ruinent une partie de notre industrie. Alors à quoi ça sert d'aller tout seul vers cet objectif que vous décrivez? Ça sert, non pas... C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas y aller tout seul, il faut que notre diplomatie, notre géopolitique, notre action européenne, notre action internationale soit dans ce sens. Pourquoi est-ce que la Banque européenne d'investissement n'est pas une banque de l'économie de la vie? Pourquoi est-ce que la Commission européenne, le Parlement européen ne fait pas de l'économie de la vie l'axe central de son action, la condition de ses accords internationaux? Si on faisait tout ça, nous sommes la première puissance mondiale, nous, Européens, on a les moyens de peser par notre capacité de sanction ou de coopération en disant nous allons devenir le leader mondial de l'économie de la vie, et nous, en France, le leader dans l'Europe de l'économie de la vie, c'est notre intérêt à moyen terme.
Si les Allemands vont si mal aujourd'hui, c'est que justement ils ne sont pas dans l'économie de la vie. Ils sont dans des secteurs qui dépendent que des secteurs les plus catastrophiques de l'avenir. Nous avons encore cette chance. Nous sommes très bons dans beaucoup de secteurs de l'économie de la vie et à nous de prendre la direction de ce projet à la fois national, individuel et géopolitique. En attendant de prendre cette direction, Jacques Attali, inflation, dette, ce sont des facteurs de désordre sociaux. Alors il est toujours périlleux de prévoir l'avenir, mais quels sont les risques sociaux là, en France, si cette situation perdure? De toute façon, il va falloir continuer à amortir le choc. Et les Français ne le supporteraient pas, surtout si on n'inscrit pas dans une action longue, si on n'explique pas que c'est une action longue. Donc, je pense qu'il faut le faire. Mais il y a un mot qu'on ne prononce pas assez. Lequel? Et qui est, à mon avis, un grand débat qu'il va falloir avoir. J'ai dit tout à l'heure qu'on protège de l'inflation par l'impôt. Faut-il protéger tout le monde? Je pense que le grand débat qu'il faudrait avoir, et qui est un débat qu'il faudrait avoir d'une façon apaisée, c'est mettre les protections, toutes ces protections, sous conditions de ressources. Et quand on arrive à dire sous conditions de ressources, ça veut dire que les plus riches ne doivent pas être protégés et que les moins riches doivent l'être. Attendez, l'inflation est un impôt sur les plus pauvres. Nous sommes d'accord. Absolument. Donc il ne faut protéger que ceux qui mériteraient de l'être. Et le grand débat qu'on ne veut pas avoir véritablement, en France en tout cas, parce que d'autres pays l'ont eu, en particulier dans les pays d'Europe du Nord, qui sont certainement parmi les démocraties les plus avancées, c'est sous conditions de ressources, jusqu'à quel niveau? Alors, oui, mais c'est la vraie question. À partir de quand est-on riche? À partir de quand peut-on supporter cette inflation? Voilà. Et je pense que c'est le grand débat démocratique. Mais quelle politique peut fixer ce curseur, Jacques Attali? C'est à la politique de le fixer. C'est aux citoyens que de décider. Sans doute faudra-t-il d'ailleurs mettre sous conditions de ressources d'une façon dégressive, en disant, ce qu'est d'ailleurs l'impôt sur le revenu, qui s'est construit en plus d'un siècle maintenant, comme quelque chose qui est défini sous conditions de ressources. Donc, sous conditions de ressources. Et on voit bien, l'impôt sur le revenu a défini ce que signifie être pauvre, c'est ceux qui ne sont pas taxés, ce que signifie être très riche, ce qui signifie être très taxé, et je pense qu'il y a beaucoup d'allocations ou d'avantages qui ne sont pas sous conditions de ressources. C'est un discours qui est tout à fait entendable, mais ce qui n'est pas démagogique. Quand on entend le Premier ministre, Madame Borne, qui ne ferme pas la porte désormais à une taxation des super profits. Je suis pour cette taxation. Mais pourquoi? À part plaire à la gauche et avoir un scalp pour la gauche, est-ce efficace? Comme je me ressens, pour ma part, toujours de gauche, je ne vois pas en quoi ce serait un gros mot que de le dire. Mais mettre sous conditions de ressources, ça veut dire créer les conditions d'une acceptation démocratique du fait que certains sont protégés et d'autres sont assez riches pour le prendre sur eux. Mais Jacques Attali, la question c'est l'efficacité. En quoi est-ce efficace véritablement sur le plan économique pour nous sortir de ce cycle infernal? On ne peut pas avoir quelque chose qui soit efficace économiquement si socialement ce n'est pas accepté. C'est pourquoi je pense qu'il faut créer les conditions d'une acceptation sociale de la mobilisation vers l'économie de la vie dont je parle par ailleurs. Il faut les deux à la fois. Est-ce que on vient de décrire d'énormes défis, des aléas, des risques réels pour la France et le monde. Est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer? Est-ce qu'il y a des capacités de résilience? La France est un extraordinaire pays qui a des chances inouïes. Son principal défaut, c'est de se savoir très riche et donc de ne pas faire tous les efforts nécessaires. Mais nous sommes potentiellement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes menacés. On est jalousés, on est menacés, on veut nous détruire de l'extérieur et de l'extérieur, pas de l'intérieur. On veut nous détruire parce que nous représentons... Nous détruire à ce point? Oui, on veut détruire notre démocratie, on veut détruire l'Europe que nous construisons, parce que nous représentons pour beaucoup de pays l'antimodèle. Pour la Russie d'aujourd'hui, l'Europe est l'antimodèle. C'est ce qu'il ne faut surtout pas qu'ils réussissent. Si l'Europe réussit, quelle est la raison d'être de ce modèle de dictature russe? Donc on veut nous détruire. Et nous sommes enviés du monde entier. Il suffit de se promener un peu à travers le monde, ou même d'écouter les radios. Mais est-ce que ce ne sont pas vos lunettes à vous pour d'autres? Il y a d'autres modèles qui sont tout à fait respectables et que nous dénonçons depuis notre Europe et notre France. Il y a d'autres modèles, mais regardez les faits, nous sommes là l'Europe est la première puissance du monde. Où vaut-il mieux vivre qu'en Europe et en France? Bien sûr, évidemment, il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, il faut cesser qu'ils le soient, et c'est pour ça que je parle de mettre les choses sous conditions de ressources. Il faut être hanté par cela, il faut garder en tête que les grands pays qui réussissent le mieux, à tout point de vue, sont les pays les plus justes socialement. Je parle en particulier de la Finlande, du Danemark, de la Norvège et de la Suède, de l'Islande, des petits pays, mais nous avons tous les moyens de rester plus encore une grande puissance de l'économie de la vie, de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, et d'être un grand pays de l'éducation et de la justice sociale. Alors, armons-nous pour cet objectif. Merci d'en avoir parlé ce matin au micro d'Europe 1, Jacques Attali, et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Passionnant.